Mesdames et messieurs, bonsoir. L'avenir du futur, le choc des galaxies, les martiens parmi nous, l'outre-monde. Rassurez-vous, il ne s'agit pas là des titres de vos journaux de demain matin, mais simplement des thèmes que traite la science-fiction. Car vous l'avez compris, c'est de science-fiction qu'il sera question ce soir, et avec notre grand invité qui est Michel Lancelot, spécialiste de cette matière, et qui va nous parler de son dernier livre, Julien des Fauves, qui vient de paraître chez Albin Michel. Pour dialoguer avec Michel Lancelot et pour parler de science-fiction, nous avons réuni autour de la table Henri Guillemin, le voilà, Nicolas Bouvier, Michel Perrin et Jean-Pierre Moulin. Voilà, trêve de préambule. Le grand spécialiste de la science-fiction, c'est pas Henri, non? Ah non, pas du tout. Eh bien, il n'empêche que c'est à vous que je donne la parole pour commencer. Vous aviez été trop longtemps absent pour qu'on se passe de vous plus longtemps. Voilà. Bon, c'est un bouquin de Michel Jury, comme vous voyez, l'univers ombre. C'est pas tout à fait un roman de science-fiction, étant donné que la deuxième partie nous ramène à ce que nous connaissons bien et même trop, c'est-à-dire une guerre civile, des agresseurs, des oppresseurs et des gens qui se défendent, et même des révolutions de palais. Néanmoins, le thème principal, c'est celui d'un mystérieux transfert. Le narrateur se trouve dans un autre monde, une autre terre dont il ne sait rien, sinon qu'il y fait d'étranges rencontres, par exemple des voyageurs masqués, comme il dit, c'est-à-dire des gens qui se sont donnés artificiellement une personnalité qu'ils estiment meilleure que la leur, et à laquelle ils finissent par adhérer par bonne volonté. Il rencontre également des gitans, enfin des sortes de gitans, dont le mot-clé est futilité, c'est-à-dire qu'ils appellent futile, même négligeable, même comique, ce à quoi nous attachons nous de l'importance. Et puis, il y a également une espèce de cité dans laquelle se trouve la rue de la Justice. Cette rue de la Justice, là, sont récupérés des criminels, des délinquants ou des pervers, et mêlés à eux, des gens qui sont coupables alors que la cité ignore leur faute, mais qui sont là pour expier volontairement. Alors voilà que peu à peu, ce narrateur découvre que ce qu'il croit être un autre univers est en réalité simplement notre terre, mais dans le futur. Notre terre qui aurait oublié son passé de fureur, de haine, de méchanceté, et qui se serait mystérieusement transfigurée. Ainsi, il n'a pas fait un voyage d'un univers à l'autre, il a fait un voyage dans le temps, et il a fait un bond dans le futur. Alors, je cite, et il dit, nous pouvons créer, en projetant avec force notre désir et notre espoir, créer cet autre monde. Naturellement, vous voyez tout de suite l'objection, enfin, elle saute aux yeux, à savoir, c'est pas parce qu'on mettra un élan désespéré à ce soupir de la créature, vous savez, comme dit Marc, ce soupir de la créature écrasée par un monde sans cœur, c'est pas ça qui suffira à donner une réalité à ce que nous imaginons. Cependant, je voudrais appeler votre attention sur un point, c'est que pour rendre crédible son histoire, peut-être aurait-il pu, Michel Jury, descendre un peu davantage dans la personne humaine. Je veux dire qu'il parle d'une aspiration, et que pour moi, cette aspiration représente réellement l'identité profonde de nous-mêmes. Je veux dire que nous sommes moins aspirants que aspirés. Nous sommes, à mon sens, aimantés dans une certaine direction, la direction d'une réalité suprême dont nous avons une connaissance intuitive et par contact, et que la seule chance que nous ayons de changer la vie, c'est d'adhérer à ce que nous sommes. C'est une entreprise évidemment difficile, mais pas impossible, et en tout cas, à mes yeux, c'est le sens même de notre aventure. Merci Henri, transcender la science-fiction comme vous le faites. Oh mon Dieu, mais non, je transcende rien du tout, j'essaye d'expliquer, de deviner ce que le type a voulu dire, et je trouve qu'il n'a pas dit assez. C'est un auteur français, c'est assez rare, les auteurs de science-fiction français, hein, Michel Jury. C'est à moi que... Oui, c'est à vous que je m'adresse. À part vous. Non, tout d'abord, nous reviendrons même sur le terme de science-fiction, et en tout cas par rapport au livre que j'ai écrit et que je n'accepte pas tout à fait. Vous y reviendrez tout à l'heure. Enfin, il est vrai que la science-fiction en France, enfin de langue française en tout cas, est une chose, entre guillemets, relativement récente. Enfin, il y a quelques bons écrivains de science-fiction française, de langue française, comme Curval, Jury. C'était peut-être pas son meilleur livre, honnêtement, je n'ai pas lu ce livre, donc je ne... C'est pas très bien écrit. Mais enfin, Jury a écrit de bons livres, Curval, il y en a d'autres, il y a eu, je crois, des Suisses, des Belges... On ne peut pas dire, il faut tout de même dire les choses honnêtement, on ne peut pas dire que, pour l'instant en tout cas, l'apport de la science-fiction de langue française ait été capital dans ce domaine. Ça reste tout de même un genre extrêmement anglo-saxon, au moins dans sa création. Alors Michel Perrin, nous n'allons pas encore vers le monde anglo-saxon, nous restons en France avec une femme qui écrit du fantastique, elle, Pierrette Fleutiot. Oui, Pierrette Fleutiot, qui est française et qui écrit, qui a une très belle langue.
Je ne connaissais pas ces autres livres qui sont Histoire de la chauve-souris, Histoire du gouffre et de la lunette, Histoire du tableau. Mais dans ce livre, qui est un livre de nouvelles, effectivement, Pierrette Fleutiaux, par une très belle écriture, nous fait croire à tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle nous branche d'une certaine façon sur le rêve ou sur la folie. Ça dépend de la nouvelle. Elle a une idée, elle a une image, et après, son écriture nous fait croire à tout ce qu'elle raconte. Elle est exactement comme un enfant qui verrait une image pour la première fois et qui en tirerait toutes les conséquences. Par conséquent, avec elle, on se trouve entraîné à des absurdités. Et ces absurdités, en même temps, moi j'ai besoin, au fond, c'est pour ça que je n'aime pas non plus tellement la science-fiction d'habitude, mais j'ai besoin de personnages vivants. Et ces personnages-là ne sont pas très vivants, mais ils sont semblables à nous parce qu'en fait et au fond, il est tout le temps question de liberté. Ce sont des personnages qui ne sont pas libres. Au fond, dans les rêves, on n'est pas tellement libre, on fait des tas de choses folles, on est entraîné malgré soi. Dans la folie, je suppose que c'est la même chose. Et il y a entre autres une nouvelle sur la folie qui est La Barrière Blanche, où un personnage descend une barrière blanche, 2 personnes en blouse blanche, qui sont manifestement des infirmiers l'attendent, lui mettent des cornettes qui sont des sortes d'œillères, l'entraînent et le font tomber de chute en chute. Et ça, au fond, on sent le fou avec ses infirmiers. Donc, c'est de la fiction, on est entraîné dans un monde qu'on ne connaît pas, mais en même temps, quelque part aussi, on le connaît. Et puis alors, il y a la nouvelle qui a donné son titre au livre, qui est La Forteresse, et qui est la plus longue nouvelle. Alors, La Forteresse, ce serait plutôt une œuvre d'anticipation, et elle est troublante, parce que, là aussi, on s'identifie. C'est un monde pourtant qui est métallique, la forteresse est métallique, les êtres qui l'habitent sont des semi-robots, avec quand même des cervelles, ils sont des déracinés, il y a des déglingués, il y a des détracteurs, il y a des gens qui ont des cerveaux mous et d'autres qui ont des cerveaux plus complexes, mais en même temps, là aussi, ça nous fait penser à des choses que nous connaissons. Et alors, on pense à ces boucliers japonais, vous savez, les gens qui ont manifesté au Japon avec les boucliers, et c'est ce monde que ça nous suggère. On pense aussi aux besoins de cohésion des foules chinoises ou des foules russes quand elles transmettent des images et des drapeaux, etc. On connaît. Et puis en même temps, on voudrait être dédouané et se dire ce sont des mondes qui ne sont pas les nôtres. Et puis c'est pas vrai parce qu'encore une fois, par le monde de la folie, par les restrictions et partout, on tombe dans notre monde. C'est-à-dire que c'est un monde d'anticipation, mais d'une logique folle, et il suffit de décoller à peine de notre réalité pour donner cette réalité-là. Et je crois que si c'est une anticipation, elle est assez dramatique, mais je crois que c'est déjà dans notre monde et dans notre vie que se passent ces choses. En tout cas, c'est un style magnifique. C'est un style magnifique, et son écriture lui permet de raconter tout ce qu'elle veut, parce que tout ce qu'elle raconte, on le croit. Moi, j'ai rencontré Pierrette Fleutiaux pour l'avoir interviewée pour un de ses précédents ouvrages. Elle m'avait raconté qu'elle avait été très impressionnée parce qu'elle est professeure et elle avait fait un stage dans une université à New York. Et je crois qu'elle habite la province, elle était née dans la province française. Et le choc de New York sur cette jeune femme a créé une espèce de crainte. On voit, on le sent dans son livre, il y a toujours des murs immenses qui s'élèvent, qui s'écroulent, etc. Et ce qui est assez troublant aussi, c'est que son personnage est toujours un personnage masculin alors qu'elle est une femme, et un personnage très asexué, et tout ça aussi est assez troublant. Ça s'appelle La Forteresse, c'est paru chez Julliard. Et moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Les frontières d'Oulan-Bator, de Pierre Giuliani, qui est paru dans la collection Dimension SF chez Calman Levy. Alors, un rapide préambule, tout comme Henri Guillemin, tout comme Michel Perrin, moi je ne lis pas beaucoup de science-fiction non plus, c'est un domaine qui ne m'attire pas particulièrement, mais c'est à la demande de téléspectateurs qui ont écrit des lettres très gentiment pour nous demander de faire cette émission. Alors c'est en parfaite néophyte que je vous parle, et je suis dans un vaisseau spatial qui s'en va vers Jupiter. Nous sommes aux alentours de l'an 2000 et quelques. C'est la mission Peanuts, mise sur pied par l'État indépendant du Texas. Aux commandes de l'appareil se trouvent des militaires. Il y a un certain Thomas et puis un lieutenant-colonel Brendan. Mais un phénomène très bizarre va intervenir, terrifiant. D'abord une lumière verte, et puis voilà ce qu'on dit. Je l'ai recopié. Nous ne cessons pas de ralentir. En 30 secondes, notre vitesse a diminué de moitié. Erreur. C'est l'avant du vaisseau qui a ralenti, pas l'arrière. Le côté droit, pas le côté gauche.
je sais pas si vous réagissez comme moi, mais moi quand je lis quelque chose de semblable, d'abord je me cramponne à la table, et puis je me rue sur la suite parce que c'est un phénomène tellement sidérant que je veux savoir ce qui se passe. Naturellement, les véritables amateurs de science-fiction auront fait-il, tout comme les physiciens du CERN, c'est que nous sommes entrés dans le trou noir. Le trou noir. C'est une région du ciel où le temps et l'espace deviennent pseudo-temps et pseudo-espace, où les lois de la physique sont déformées comme du caramel mou et où les principes d'Einstein font ricaner la galaxie. Et alors là, le lecteur est pris dans une espèce de vertige. On en arrive à manipuler les éléments comme les pièces d'un jeu. On plane sur l'aberration mathématique et on se met à tutoyer les lois du cosmos. C'est grisant. Alors comme dans un roman policier, on est intrigué, on a peur, et puis on est happé par cet univers et on s'envole dans un ailleurs. Mais les frontières de Batter, ce n'est pas seulement une nouvelle odyssée de l'espace à la manière de Clarke ou d'Asimov. C'est aussi une extrapolation à peine exagérée de notre monde à nous. C'est-à-dire une société qui s'épuise dans les guerres, qui pille les ressources naturelles, qui massacre des populations innocentes, qui est dirigée par une petite poignée de dictateurs criminels. Au centre du récit, il y a un journaliste qui s'appelle Cyrus Vancouver et qui essaie de comprendre ce qu'il y a derrière cette société qui tire les ficelles, une société qui a des verrous qui tombent net chaque fois que quelqu'un ou quelque chose, marge ou norme, quitte l'orthodoxie. Et c'est là que la science-fiction devient vraiment intéressante, à la mesure où elle se mue en politique-fiction et nous propose un miroir sur notre société, une manière d'éventuellement la comprendre. Et refermant le livre de Pierre Giuliani, on est obligé de se dire, tiens, il se passe de curieuses choses dans notre galaxie, ouvrons donc nos grands yeux. Ulaanbaatar, les frontières de Ulaanbaatar, c'est chez Calvin Lévy, voilà. Vous êtes contente, Catherine? Là, oui. Vous avez passé le mur du son. Non, la seule chose que j'aimerais ajouter, c'est que, bon, c'est très prometteur au début, puis ça retombe un tout petit peu comme un magnifique soufflé qui sort du four, et puis c'est un tout petit peu ébouriffé à la fin. Nicolas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a une chose qui m'a intrigué dans ce livre, c'est qu'il y a non seulement la dimension de l'anticipation, mais il y a des références très bizarres à des traditions millénaires. Il y a ce personnage de cette espèce de vieux chaman, de vieux sachem, qui, avec des mégots, des brindilles, de petits bouts de chiffon, crée sur le sable devant lui des espèces d'images cosmiques qui sont une invocation du monde. Et moi, je dois dire que cette façon de nier la chronologie dans un roman me plaît beaucoup. J'aime beaucoup l'intrusion de ce personnage, qui est très poétique. Et on ne sait pas très bien ce qu'il va devenir, si c'est une nouvelle que lit le personnage ou si c'est une réalité. Enfin, il y a une chose très embrouillée. Et puis le fait que, brusquement, on interdit sur cette planète de fumer. On ne sait pas pourquoi. Bizarre. Enfin, c'est un livre intéressant, néanmoins. Vous connaissez Giuliani? Oui, je connais, oui. C'est un Irlandais. Je ne sais pas du tout qui c'est. Ah, c'est un Irlandais. Il écrit en français. Oui, c'est un Irlandais. Il avait déjà écrit un bouquin qui s'appelait Séquence sur le chaos, je crois, etc. C'est pas mal. Ouais, c'est assez prometteur. Mais là aussi, il faut attendre. Vous savez, il faut être un peu indulgent. Je ne connais pas la jeune femme dont a parlé Michel Perrin, mais je crois qu'il faut être, ceci correspond à ce que je disais tout à l'heure, il faut être assez indulgent pour beaucoup de jeunes auteurs, romanciers et romancières, qui se lancent un peu dans cette nouvelle dimension de l'écriture, car pour eux, ils n'ont pas génétiquement le virus du fantastique, de l'insolite. On a souvent parlé de Jules Verne, ce qui à mon avis est tout de même... je sais bien que Jules Verne est un grand auteur et un auteur de fiction, mais enfin, si on analyse profondément les choses, si on revient bien en arrière, on voit l'évolution de ce genre, on se rend compte que les grands maîtres sont les maîtres d'abord britanniques, souvent, irlandais ou britanniques, et plus tard américains, juifs américains ou juifs russes, et exportés aux États-Unis. C'est vraiment un genre qui nous est au départ, au niveau de la lecture, comme au niveau de la créatique, assez étranger. Et je trouve que ces garçons et ces filles qui se lancent dans l'aventure, après tout ce qui a déjà été écrit, là encore, ils viennent un peu comme ces peintres, ils viennent derrière Picasso, Kandinsky et quelques autres. Vous voyez, c'était pas facile d'être peintre en 1930 ou 1925. C'est un peu la même chose pour ces jeunes gens et ces jeunes filles qui se lancent dans la bagarre. Enfin, il y a des promesses dans tous ces romans, il y a toujours des idées, et peut-être qu'un jour on verra véritablement une littérature fiction de langue française majeure. Oui. Alors maintenant, nous passons aux États-Unis, puisque c'est un grand écrivain de science-fiction, c'est Frank Herbert. Frank Herbert, alors c'est l'anglo-saxon par excellence d'Ozadi. Alors là, on est dans une science-fiction de très haut niveau.
Et je crois qu'il faut avoir un super cerveau pour comprendre les 50 premières pages. N'en ayant pas, je me suis pris à 3 fois. Et j'ai fini par... C'est un peu, d'ailleurs, il faut le signaler, je crois que c'est un peu dommage, c'est un peu l'ennui de ce genre de littérature. Souvent, notamment les anglo-saxons et les maîtres anglo-saxons, Herbert en est un, qui manient admirablement leur monde, entre guillemets, oublie un peu trop souvent le lecteur. Et il faut véritablement un effort terrible pour rentrer dans ces livres. Il faut intégrer un nombre de nouvelles données. Et souvent, ça décourage des gens qui pourraient aimer. Alors, moi, les 50 premières pages, des fois, sont assez décourageantes. Alors, je vais essayer, quand même, pour le téléspectateur, de raconter un petit peu de quoi il s'agit. C'est très décanté, déjà. Alors, Dosadi, c'est une planète toxique. Vous m'avez compris. Bon. Mais la majeure partie de cette planète est un désert où il ne faut vraiment pas s'aventurer parce qu'on est immédiatement réduit en poussière ou en détritus. Il y a une seule ville qui s'appelle Chu, CHU, qui a 90 millions d'habitants, qui est entourée par ce qu'il appelle les Garennes, vous m'avez compris toujours, qui est habitée par des habitants de seconde zone, ce qui représente à peu près 200 millions d'habitants. Puis il y a une bordure, alors qui est une zone véritablement pestilentielle, qui fait qu'on ne la traverse pas, parce que de toute façon, si on la traversait, on mourrait dans cette zone, puis on mourrait encore beaucoup plus sur la planète. Bon, cette planète est habitée par des humains comme vous et moi, et par un peuple, une autre espèce, les Govachines ou Govachins, je ne sais pas comment on les prononce, qui sont des animaux, hommes, enfin des êtres vivants, intelligents, qui ont l'apparence des batraciens. C'est vrai, ils sont debout sur leurs petites pattes, mais enfin... Alors, ces deux espèces sont obligées de cohabiter dans une espèce de haine que vous comprendrez, car si vous aviez des batraciens à la place de vos conseillers municipaux, ça serait... Mais ils sont obligés de cohabiter, mais on sent très bien que ça va éclater et que la guerre ne tardera pas. Ces Govachins sont des obsédés de la loi, de l'ordre, du travail, et il y a des proverbes à chaque début de chapitre qui sont merveilleux, des proverbes Govachins, j'en ai un qui s'appelle « Arme-toi quand tu vois sourire le dieu Govachin ». Je trouve ça fantastique. Troisième possibilité pour cette planète, cette planète est séparée de l'univers par le voile de Dieu. Derrière, il y a, paraît-il, Dieu, à peu près comme chez nous, et ce Dieu serait tout puissant sur les habitants de Dosadi. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait au-delà de ce voile de Dieu? Et c'est là que ça devient passionnant. Il y a l'univers cosentien, c'est-à-dire un univers foisonnant de planètes, habité par des espèces les plus variées, et dirigé par un Sab, qui s'appelle le bureau... Prenez votre temps. C'est le bureau des sabotages, le bureau central des sabotages. Et je n'avais pas compris ce que faisait ce bureau de sabotage, n'étant pas très intelligent. Et tout à l'heure, mon cher ami Nicolas vient de me dire ce que c'est. Et ça éclaire tout le livre. C'est une espèce de bureau très intelligent où il y a des agents qui vont saboter les planètes où l'État devient trop totalitaire, où la bureaucratie devient trop forte. Donc je pense que nous devons avoir des agents du BUSAB, des saboteurs extraordinaires parmi nous aujourd'hui. On devrait en avoir. Bon. Et alors, l'histoire, c'est tout simplement un agent nommé Mackey qui descend sur la planète, laquelle n'a plus que 60 heures à vivre parce qu'elle va exploser, elle va être punie, elle est insupportable. Et là, il rencontre Jedrick, une femme, et là, il y a le second mythe de Dosadi, c'est-à-dire qu'il va échanger son ego, leurs égos entre eux. Ils vont faire l'amour d'une façon tout à fait science-fiction. C'est-à-dire, il y a quelques préliminaires érotiques, mais ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent l'un dans l'autre, les deux principes, le mâle et le principe femelle, deviennent un. Qu'est-ce que nous voyons? Le vieux thème qui ressurgit de l'androgyne, n'est-ce pas? Et nous nous retrouvons, comme dans presque toutes les science-fictions, dans, au fond, une mythologie qui ressurgit avec, tout simplement, en plus, la pollution, nos propres angoisses, les lasers, et les guerres, et les armes nucléaires. Alors, ce qu'on peut dire après Dosadi, c'est quand même assez extraordinaire. Ça pourrait être génial, c'est quand même assez extraordinaire. On pourrait dire, nous sommes tous sur Dosadi. Attention aux saboteurs extraordinaires. Merci Jean-Pierre. Ouais. On quitte provisoirement la science-fiction pour un coup au cœur qu'a ressenti Nicolas Bouvier à l'occasion de la sortie du livre d'un de nos amis, Louis Gaulis. Zigzag Street. Rien à voir avec la science-fiction, en effet. Voici un peu plus d'1 an et demi que notre ami Louis Gaulis, qui était un des derniers conteurs de cette ville de Comptable, a été tué au Liban au service de la Croix-Rouge. Si nous pouvions par affection évoquer des ombres, eh bien, il serait sur ce plateau où il est souvent venu, hirsute à son ordinaire, avec ses grommellements chaleureux, ses tics à la Jacques Brel, perdu dans un pullover tricoté par un géant. Bien, faute de ressusciter les amis, on peut au moins les publier.
C'est chose faite aujourd'hui. Zigzag Street, le dernier roman de Louis, c'est la chronique minutieuse, rutilante d'une petite ruelle cypriote, ruelle fictive, turque à un bout, grec à l'autre, et où deux cultures, deux manières de vivre, deux langages ont jusqu'à, voici pas très longtemps, voisiné dans une sorte d'équilibre précaire et miraculeux. À mi-parcours de cette rue, le hammam turc et un petit bordel grec pudiquement baptisé pension font office de lieu d'échange et de rencontre. Bref, les choses se passent encore bien et les querelles ethniques sont encore réglées par guignols interposés, Karagueuse et Karagiosi, qui sont les comparses turcs et grecs, du fameux théâtre d'ombre populaire. Ceci jusqu'au jour où les idées, avec un grand I, c'est-à-dire les gnosis, la race, l'unité, les nations, ces idées que Louis trouve stupides, tyranniques, dogmatiques, cruelles, poltronnes, viennent mettre en danger ce modeste miracle et finalement le détruire. On commence à tuer dans l'ombre, les murs sont barbouillés le matin de stupidité agressive, dans la rue entre grec et turc on ne se salue plus, les volets se ferment et peu à peu, c'est admirablement décrit, la peur et la méfiance s'installent. Et ce récit est fait par un enfant qui est le fils d'un tanneur grec et d'une paysanne turque et qui est l'incarnation de cette harmonie précaire et désormais compromise. Naturellement, derrière ce stratagème littéraire, c'est Louis Gaulis qui se cache, qui parle et qui raconte, et il était fort bien placé pour le faire, ayant fait plusieurs séjours à Chypre, notamment au service de la Croix-Rouge. Deux passions qui rendent ce texte extrêmement attachant. D'une part, une véritable haine viscérale des idéologies qui viennent massacrer ces petits compromis de vie que nous mettons tant de temps à bricoler, et d'autre part une sorte de passion du détail qui n'est que le reflet d'un amour tout à fait immodéré de Louis pour tout ce qui était petit, fragile, périssable. Small is beautiful, c'est bien le cas de le dire, et ça n'est qu'en observant les petites choses avec une attention extrême que nous avons peut-être une chance de trouver une réponse aux questions qui nous tracassent. À la fin de son texte, Louis, un peu comme un voyageur surpris par l'averse qui fait son sac tout à trac, et comme s'il avait le pressentiment de sa fin prochaine, a glissé des poèmes qui sont sans doute ceux qu'il a écrits de plus beaux. Un exemple. Au rendez-vous de Cofinou que j'avais avec la poussière, des chaises vides, le minaret muet, un Turc aveugle m'a raconté qu'un oiseau lui avait dit « Toute la nuit dernière, le vent a fait courir le bruit qu'il ne repasserait plus par ici. » À Limassol, où je devais rencontrer des pierres, des barbelés, quelques débris sur le rivage et d'autres amis encore, la mer semblait très furieuse et parlait de se retirer quelque part dans la baie des Syrtes. Je criais « Monsieur le vent, ne nous laissez pas tomber. Madame la mer, je vous en prie, nous nous sentons parfois si seuls. » C'est un ton qui surprendra peut-être les amis de Louis, dont l'entrain de vie à la gaieté était proverbial. Cela prouve simplement que lorsqu'on use sa gaieté à égayer les autres, on est beaucoup plus seul qu'on ne l'imagine. Merci Nicolas. C'est un beau livre, c'est vrai. Il y a du sourire et il y a du drame. Est-ce que vous vous rappelez cette phrase que j'ai trouvée tellement belle? Il était là au fond de l'eau, couché sur le dos. Il n'y avait que ses cheveux qui bougeaient. C'est pas admirable, ça. Ah oui, il y a une observation des détails, un amour des choses qui est presque bouddhique. Des petites choses. Et à propos aussi du cinéma en plein air que j'ai connu, puisque j'ai vécu 2 ans en Égypte, et il y a un cinéma en plein air où il y a des choses très drôles. Vous vous rappelez quand les phalènes viennent se poser sur le visage de Viviane Leigh, et puis avec une insolence extraordinaire, elle continue à jouer sans se gratter. C'est étonnant. C'est paru chez Fontaine-Mort, et Jean Lerner, c'est une édition par souscription. Hein, oui, mais c'est en librairie, déjà. Depuis. Merci Nicolas. Bien, alors nous allons revenir à la science-fiction avec Michel Lancelot, que je présente brièvement, journaliste, écrivain, producteur d'émissions à la radio et à la télévision. On se souvient en particulier de la célèbre émission radiophonique Campus, dans les années 60, si je ne me trompe. Lancelot y avait apporté une nouvelle façon de s'adresser aux gens et en particulier aux jeunes. Ces jeunes qui, en 68, allaient étonner le monde entier en se soulevant le temps d'un printemps fabuleux. Michel Lancelot est aussi amateur de science-fiction, on va le voir, on l'a déjà vu, de fantastique, de peinture contemporaine et de musique. Enfin, c'est un écrivain, auteur d'autres livres dont je cite
Deux titres, je veux regarder Dieu en face, le jeune lion dort avec ses dents. Et aujourd'hui, Julien Desfauves, dont nous allons parler. Alors je posais la première question, qui est un peu la question marronnier, c'est... Faites-nous un portrait de ce Julien Desfauves que vous décrivez comme quelqu'un qui est un colosse, une brute, un sauvage au départ. Il est né en 62, le 5 février, je crois. Le plus simple, c'était de nous présenter ce personnage comme on le découvre dans le livre. D'abord, Julien Maé. À moins que ça vous ennuie. Non, j'essaye de... C'est... Julien, tel que je l'ai voulu, ce colosse, en effet, physique, c'est être un peu attardé mental au départ, qui a subi un choc, un traumatisme étant très jeune, à la mort de ses parents. Est ce qu'on appelle une brute, un être extrêmement fruste, qui vit au niveau de ses instincts, de son bas-ventre, qui a pour les femmes et pour les hommes qui l'entourent, pour les hommes, une sorte de mépris total, puisqu'il dispose d'une arme considérable, ce qui est sa force musculaire. Pour les femmes, elle ne représente pas grand-chose pour lui, sinon des tapis sur lesquels on s'allonge de temps en temps. Mais je pourrais définir peut-être mieux Julien en disant pourquoi je l'ai créé, pourquoi je l'ai imaginé. Il est pour moi, si vous voulez, dans cette histoire de politique et de religion-fiction, il est à la fois le souvenir et le dernier rêve de l'homme. Il est ce que nous ne sommes plus. Il possède encore ce que nous avons perdu, des sens extraordinaires, une faculté prodigieuse d'appréhender, d'avaler la nature. Il possède aussi cette faculté toute simple d'être un imbécile, d'être un être naïf. Et par voie de conséquence, une fois cette espèce de conversion qui va s'opérer en lui, d'avoir le courage, imbécile et presque invraisemblable, de dire aux autres hommes qui le regardent un soir à la télévision « Je vous aime ». Il est en ce sens-là, donc, le souvenir d'un homme perdu, au sens que cet homme-là n'existe plus, pris par les idéologies, pour lesquelles il a également une haine féroce, comme le garçon dont vous venez de parler. Des idéologies qui sont souvent manipulatrices, falsificatrices, qui pervertissent la réalité. Et d'autre part, il essaye un temps, sans le vouloir lui-même, il est une sorte de symbole, il est finalement on croit qu'il est le dernier rêve de l'humanité, et en ce sens, dans une première partie du livre, c'est pour ça que je parlais de religion-fiction, et des critiques au départ un peu hâtifs qui n'avaient pas lu le livre, avaient dit que c'était l'histoire de Jésus en 1987. Je voudrais tout de suite préciser une chose, d'abord que mon livre n'est pas un livre de science-fiction, et que deuxièmement, je n'ai pas raconté l'histoire de Jésus, le retour de Jésus en 1987. Et pour terminer sur la présentation de ce Julien, ce personnage un peu particulier, ce colosse, l'idée de cet homme m'est venue d'une phrase que j'ai trouvée par hasard dans une de ces lectures de grenier qu'on fait parfois quand on est à la campagne, on ne sait pas trop quoi lire. Et je suis tombé sur un livre que je n'aurais sans doute jamais lu d'ailleurs, qui ne m'intéressait pas particulièrement, qui était un livre de Joseph de Maistre, auteur bien oublié, qui était Les Soirées de Saint-Pétersbourg. Il y avait dans ces Soirées de Saint-Pétersbourg un texte de Joseph de Maistre qui disait le XXe siècle va vivre une révolution qui sera au christianisme ce que celui-ci a été au judaïsme. Et Joseph de Maistre ajoutait et je crois que cette rénovation partira de France. Vous voyez, c'est un peu, c'est donc le point de départ. Ceci, donc cette phrase d'un homme qui ne m'intéresse pas particulièrement, encore une fois, que je n'ai pas connu bien sûr, et d'autre part ce malaise qui s'exprime un peu partout dans la littérature, la peinture et même la musique moderne, qui s'exprime aussi dans la méfiance au langage politique, la méfiance à l'homme politique, etc., etc. d'aujourd'hui. J'ai réuni, si vous voulez, ce malaise que je ressentais de façon peut-être très vive, et que j'avais vécu, comme le disait Soulan tout à l'heure, avec les garçons de ma génération, et même plus jeunes que moi, il y a quelques années. Je l'ai accolé un peu, si vous voulez, à cette phrase d'un espoir possible, d'un renouveau possible, d'une rénovation possible, et de là est née cette image, car ce n'est une, de ce géant frustre qui, tout simplement, qui n'a pas de message, pas d'idéologie, qui n'a
pas de programme, pas de dogme à imposer, et qui a simplement un message, un dernier message d'amour, dernière chance avant que peut-être tout ne s'effondre. Oui, Voilà, vous je l'avez crois dit que tout c'est à l'heure. un peu Oui, vous l'avez présenté. très bien raconté. C'est pas facile. Oui. C'est pas facile, et encore faut-il, à un certain moment, dire ce qui fait que, malgré tout, ce garçon a un tel pouvoir, n'est-ce pas, ça, sur le reste, sur les foules. Mais j'ai une question, vous y avez répondu, mais peut-être faut-il y revenir. Vous avez dit c'est pas un livre de science-fiction, et ça se passe en 87. Je voulais vous poser, c'est bien en 87. C'est pas précisé, hein, la C'est pas date. précisé. Si, Il est né mais en on dit 62. qu'il a 25 ans et qu'il est né en 62. Oui, donc Ben c'est voilà, en il faut faire le 87. calcul, oui. Donc c'est un peu comme le livre de Burgess, n'est-ce pas? C'est une science-fiction, mais très très proche de notre. Oui, enfin, le pari... Nous sommes dans une Europe, hein. Burgess qui a repris le thème d'Orwell, en fait. Oui, Il ne 84. faut pas oublier que Orwell, admirable écrivain alcoolique s'il en fut, mais qui a eu des visions et des prémonitions phénoménales, a écrit son livre, si ma mémoire est bonne, de 84 en 44 ou 45. Je crois que c'est la date. C'est 44 ou 45. Il avait donc une quarantaine d'années d'avance sur le futur qu'il décrit dans 84. Moi, je n'ai même pas pris cette précaution. Ce sont que je n'ai aucunement ni la prétention, ni le désir de faire un roman de science-fiction, encore une fois, ou de spéculative fiction. En fait, il faut dire les choses comme elles sont. 1987, que j'utilise dans mon livre, est un artifice de romancier et un artifice pour dire des choses sur notre monde, sur aujourd'hui. Car 87 dans mon livre, le 87 de Julien Desfauves, c'est presque déjà, c'est demain matin. Oui. On a l'impression d'ailleurs en lisant votre livre de lire les journaux de chaque jour. Il y a des problèmes, le problème arabe, il y a une confédération européenne. Oui. Un président qui ressemble beaucoup au vôtre. Oui. Oui. C'est vrai? Oui. Vous avez pensé à lui? Je veux bien répondre à toutes ces questions, parce que c'est des tas de questions je vais essayer d'y répondre très vite pour qu'on puisse parler beaucoup de choses. Tout d'abord, on a l'impression de lire un journal. Écoutez, il faut quand même dire que ce livre a été fini à la fin de l'année 1978. Il s'est passé depuis des choses, notamment dans mon pays, qui étaient, pour la majorité des Français, encore impensables il y a un mois et demi. Par exemple. Je peux prendre des exemples simples. Quand je décris, par exemple, l'univers politique qui va se heurter à Julien, ou auquel Julien va se heurter forcément, il y a évidemment là-dedans des personnages qui ne sont pas très sympathiques. Il y a des véritables assassins qui rôdent, mais avec des postes extraordinaires. Et il est certain que, à la lecture de ce livre, on peut dire, quand même, il exagère un peu, mais enfin, c'est pas grave, c'est en 87. Or, en fait, on s'aperçoit depuis 3 semaines, un mois et demi, que tout ce que j'ai décrit dans ce livre, au niveau d'une confédération européenne, existe depuis 20 ans, en tout cas dans mon pays. Je ne parlerai pas du vôtre, je ne connais pas ces mœurs politiques. Enfin, dans mon pays, les assassinats politiques, les meurtriers politiques, etc., sont des choses qui existent. Et il est inutile de se leurrer là-dessus. Et il a fallu la crise que nous connaissons actuellement et que tout le monde connaît pour se rendre compte que beaucoup de nos structures étaient pourries, il n'y a pas d'autre mot, que des hommes que l'on croyait tout à fait exceptionnels ou tout à fait au-dessus de tout soupçon, comme l'on dit, n'étaient pas du tout au-dessus de tout soupçon, et que peut-être tout notre appareil politique est à revoir, qu'il faut que nous reprenions en main toutes ces choses-là, parce que je trouve qu'il est extrêmement grave de confier sa vie à des gens qui ne sont pas à la hauteur de la confiance qu'il leur est mise. Et donc, ce que j'ai décrit dans le livre, qui peut paraître violent, excessif, parce que c'est un livre qui a un ton presque souvent qui a un ton épique, lyrique, mais aussi de roman policier, il y a des meurtres, des assassinats, enfin vraiment c'est un bouillonnement de violence. Vous savez, bien sûr, c'est assez affreux ce que je décris, mais enfin, vous savez, il y a d'autres choses qui sont affreuses et qui sont déjà réelles. Henri? Ouais, mon problème, moi, c'est un peu ma manie. Quel est le rôle de Dieu dans votre livre et qu'est-ce que vous entendez sous ce nom propre? Vous posez des questions qui sont faciles, mais les réponses ne le sont pas. Très juste, c'est très juste. Écoutez, je suis humainement, je suis un homme assez religieux. Je l'ai toujours été, ça tient peut-être de ma famille, de mes origines. Je suis un homme religieux au sens le plus général du terme. Je me suis toujours cru, en tout cas, relié à des tas de choses. La métaphysique, l'au-delà d'une physique m'intéresse toujours beaucoup. Je cherche chez les êtres, mais plus encore peut-être dans ce qui m'entoure, la matière, la nature. Je cherche toujours une explication à mon devenir, une possibilité de mon devenir, et qui peut déboucher en effet sur un aspect ou une image de Dieu. Je ne suis pas
je ne suis pas par rapport à Dieu, je n'ai pas de religion très particulière. Vous voyez, je ne suis pas ni catholique, ni protestant, ni autre chose. J'ai simplement, j'ai toujours vécu cela, et les livres que j'ai écrits sur la drogue, sur la jeunesse, enfin tous ces livres qui étaient des essais d'ailleurs, étaient tout de même tourmentés quelque part par cette idée de Dieu. Mais c'est peut-être aussi mon amour de la liberté. On pourrait dire aujourd'hui, dans un monde où les libertés s'effondrent, et encore nous n'avons pas tellement à nous plaindre, nous vivons tant ici en Suisse qu'à côté en France, nous vivons dans une quinzaine ou un des 15 ou 20 pays qui restent où il y a encore ici et là des morceaux, des lambeaux de liberté qui traînent et dont on peut encore se recouvrir de temps à autre. Donc nous n'avons pas encore à nous plaindre. Et peut-être que pour moi, la liberté ou la quête de la liberté, c'est peut-être une assez belle image de Dieu aussi. Mais enfin, je dois reconnaître, je suis honnête, c'est vrai que c'est un problème qui me tourmente beaucoup et dont tout ce livre est imprégné. Certainement, c'est même ça qui m'a attaché très fort à cet ouvrage. Nicolas ? Moi, je n'ai pas du tout ressenti votre livre comme un livre de science-fiction, mais alors en revanche, la dimension religieuse m'a beaucoup frappé. J'ai très bien compris que vous ne souhaitiez pas du tout écrire le retour du Christ. J'ai plutôt ressenti ce personnage comme une sorte de Jean-Baptiste. Vous dites qu'il n'a pas de message. Heureusement qu'il n'a pas de message théorique, mais il dit aux gens « je vous aime, libérez-vous ». Pour moi, c'est un programme qui est absolument suffisant. Alors oui, la question que je voulais vous poser... Il y a des tas de gens qui vous disent ce que je voulais dire quand il n'avait pas de programme, il n'avait pas un programme original. Je veux dire, il n'arrive pas avec toute un dogme sur telle chose, sur la sexualité, sur etc. Il est pratiquement ouvert à tout. Il dit le problème n'est pas là, le problème est véritablement, il sait bien quelque part qu'il est ridicule. Parce que pour que les gens qui nous regardent comprennent, même s'ils ne lisent pas le livre, ça n'est pas un type intelligent, hein, c'est ça qui est important. Ça n'est pas un type brillant, Julien. C'est un homme qui vient véritablement de la matière et de la chair et du cœur. C'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur, mais un homme de tripes, c'est un homme de viscères. Je n'ai pas écrit un roman intelligent. Vous comprenez? Je m'en fous d'un roman intelligent. Il y en a eu des tas des romans intelligents. Mais je vous en félicite. Tous les gens qui écrivent, il y a des tas de gens intelligents qui à longueur d'année nous expliquent ce que nous devons faire, comment nous devons nous aimer ou pas nous aimer, ou comment nous devons faire l'amour ou pas faire l'amour, comment nous devons manger, pas boire, pas fumer. Et nous fumons, nous avons peur de fumer, ça fait très mal, etc., etc. Ce sont des gens très intelligents, ces gens-là. Ce sont des gens qui sont admirablement formés au niveau de l'intelligence. Mon héros n'a rien à faire avec ces gens-là. C'est une brute tendre, une brute merveilleusement tendre, mais son message passe parce que les gens sont pourris. Ça aussi, c'est l'autre pari du livre. J'ai dit un soir à l'émission de Pivot que si ce personnage était apparu il y a 60 ans, du temps de mon grand-père, on aurait dit c'est un brave homme. Oui. Il n'aurait pas paru exceptionnel. Oui. Mais si nous continuons et nous nous pourrissons nous-mêmes et nous sommes ravis de vivre dans la pourriture et dans l'abjection et dans le mépris de nous-mêmes et des autres, si un type qui apparaîtra comme ça nous apparaîtra comme exceptionnel. C'était aussi le pari du livre. Cette espèce de décalage entre un être finalement... Naturel par rapport au Oui, béton. naturel, un homme quoi. Oui. Un homme. Oui. Et qui apparaît extraordinaire parce que les autres ne le sont plus, justement. Mais Oui. ce qui est troublant, c'est que justement, il y a donc une angoisse, et tous ces romans de science dites de fiction traduisent l'angoisse en réalité. Et donc, vous apportez d'une certaine manière une réponse qui est une réponse d'amour. Mais cette réponse d'amour, elle n'est pas tout à fait reçue, là. Donc, au fond, ce Dans le livre, oui. oui, dans votre livre. C'est-à-dire que ce personnage, bon, il parle d'amour, il dit « je vous aime », et à la fin, on le rejette. Il y a cette Donc, fameuse édition. ou alors, Oui. est-ce que vous pouvez vous expliquer davantage Maya, oui. alors sur le personnage de Maya prenant un relais, mais quel relais et comment? Écoutez, je crois que dans l'intervention précédente de Nicolas et la vôtre, il y a à la fois les deux questions et les deux réponses à la question que vous venez de poser. Si l'on veut, si vous voulez définir de façon simple et un peu archétypique les personnages, il est incontestable que Julien n'est pas un messie au sens où on l'entend habituellement, et qu'il est en effet un Jean-Baptiste. C'est-à-dire un homme qui vient le premier, avant l'autre, ou avant les autres, et qui fait prendre conscience à un premier groupe de choses qui lui paraissent essentielles. Et qui, bien évidemment, les choses n'étant pas encore assez modifiées tout autour, sera le premier brisé. C'est le cas de Julien. Vous savez, la fascination, l'amour, c'est une habitude. C'est une habitude qui sera très longue à reprendre. Nous avons pris l'habitude de la violence et de la haine.
Je n'en veux pour exemple que nous avons une sensibilité effrayante, enfin, ou une insensibilité effrayante. Moi, je me sens tout à fait capable, honnêtement, et je m'en vante, mais je ne m'en vante pas, je le dis, de voir à la télévision, vous pouvez me mettre pendant 12 minutes des cadavres, les uns derrière les autres, d'enfants, etc. Je vous assure qu'au niveau de l'image, je suis complètement blindé. Nous avons pris une habitude de la haine dans notre vie quotidienne, dans notre vie mondiale même, et mondialiste, qui est assez effrayante. Ce qui est beaucoup plus étonnant, ce serait de retrouver l'habitude de l'amour. Mais ça va pas être facile. Parce qu'au départ, ceux qui vont dire aux autres, qui vont montrer un peu de fraternité, un peu de tendresse, un peu de gentillesse, vont passer pour des cons. Excusez-moi. Ils vont gêner. Oui, parce qu'ils sont complètement à contre-courant. Ça va être effrayant le départ, s'il y a jamais un départ. Alors, pour terminer, pour répondre à la fin de votre question, c'est Maya. Alors là, c'est très important. Parce qu'il y a en effet, je le dis pour ceux qui nous écoutent, dans l'ombre de ce colosse qui est peu à peu, qui fascine l'Europe, unie, mais, enfin, confédérée, mais désunie, il y a dans ce colosse qui un soir leur parle, dans cette espèce de brute tendre, il y a quelque chose qui fascine les gens et qui les trouble. Puis peu à peu, c'est vrai, la machine implacable, cette habitude de la haine, reprendra son habitude. Et bon, je ne raconterai pas la fin du livre. Mais il faut dire aussi que dans l'ombre de Julien, à ses côtés, aux côtés de ce colosse, il y a là pour moi une image auquel je tiens beaucoup, vit une petite fille. Une petite fille de 6 ans, auquel Julien ne dit rien, Maya ne lui dit rien. Quand ils se parlent, leurs lèvres ne remuent pas. On peut supposer qu'ils ont des contacts, appelons ça télépathiques ou autres, ou simplement, ou plus simple encore. Et Maya, pour moi, est une chose importante. D'abord parce que je ne voulais pas écrire un roman désespéré. C'est une question de nature. Je ne crois pas, si vous voulez, pour parler simplement, que tout soit foutu. Je pense qu'on peut s'en sortir. Et Maya, pour moi, dans ce livre, est l'espoir. Et pourquoi est-elle enfant et pourquoi est-elle femme ? Eh bien, elle est enfant d'abord parce que j'ai une petite fille, que je suis un père célibataire, comme l'on dit maintenant, et que j'ai une petite fille que j'aime, et quand je la regarde, quand je joue avec elle, ce sont les seuls moments, quand je sors de mon métier, de plein de choses, de regarder la télévision, d'entendre X ou Y, me dire qu'il faut que je vote pour un tel, que l'autre c'est un salaud, etc. Je regarde ma gosse, et je me dis que c'est peut-être elle l'espoir. Mais en tant qu'enfant, ça pourrait être un petit garçon. Et pourquoi une femme ? Eh bien parce que, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, je suis très attaché à l'Irlande, pour des raisons de famille, et il y a eu une chose qui m'a frappé il y a quelques années, que j'ai utilisée en fait pour la création du personnage de Maya, c'était cette fameuse manifestation des femmes, qui étaient des deux camps, et qui étaient descendues dans la rue pour dire à leurs frères, à leurs amants, à leurs maris, à leurs pères, les unes et les autres, embrassés, arrêtez, vous devenez fous, vous allez nous entraîner dans un bain de sang, nous allons tous mourir. Il y avait dans ce symbole de la femme descendue, de la femme porteuse de vie et porteuse d'espoir, quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de Maya, qui, s'il y a un messie dans cette histoire, est un messie féminin, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi une petite fille d'abord, et un enfant, je veux dire, et une femme ensuite. Il y a une chose qui m'intéresse justement, c'est que ce Julien des Fauves, il a donc l'obsession, comme vous dites, l'obsession haineuse des femmes pendant toute une partie du livre, et ça cesse complètement à partir de la rencontre avec Rostand. Est-ce que, qui est le personnage de Jean Rostand, apparemment. Et est-ce que cette obsession haineuse des femmes, vous l'avez voulu avant d'avoir commencé votre livre, ou est-ce que c'est une évolution qui s'est faite en vous en même temps que vous écriviez le livre ? Je ne sais pas si mystère de la création. Là. Oui, non, je peux le demander. Bien sûr, je veux dire qu'au début, ça paraît très naturel, ça vient. Et je me suis demandé si ça allait durer jusqu'à la fin. Et tout d'un coup, ça tombe net. Écoutez, en général, j'ai été longtemps comme Julien. Voilà, oui. Les femmes m'agaçaient d'ailleurs encore certains jours. Je trouve qu'elles posent des questions futiles. Au moment où on est dans une panade épouvantable. Sortons, Michel, allez, venez avec nous. Non, je dis ça, je parle. Bon, il est vrai que depuis quelques années, je ne sais pas à quoi cela tient, peut-être la naissance de cette petite fille, je ne regarde plus les femmes, la femme avec les mêmes yeux. Et il est certain que là, mais vous m'en parlez, c'est assez inconscient, tout ça. J'ai certainement prêté à Julien ma propre évolution. Voilà, et il y a une phrase qui est importante quand je dis que Julien
découvre que le regard sur une femme peut déboucher sur l'amitié. Oui, c'est ça. Ce Voilà, qui est pour moi une phrase importante du livre, enfin, en tout cas importante pour moi, je ne sais pas pour le lecteur, mais pour moi qui est importante. Il y a d'autres choses importantes quand même au sujet justement de la télépathie dont vous parlez, de toute la communion de Julien avec les forces de la Terre, et dont nous n'avons pas parlé, je crois, tellement là. Et comment, avec cette force-là, justement, il ne peut rien faire. Je parle du livre qui est écrit, au fond. Oui. Julien possède en effet ou du moins acquiert un jour, ou retrouve, pourrait-on dire, le pouvoir de véritablement communiquer avec les forces vives de la nature. C'est une sorte de voyant matérialiste. C'est un homme qui brusquement peut embrasser la matière. C'est un cas, pourrait-on dire, d'épilepsie. Une épilepsie temporale qu'il pourrait parvenir à maîtriser. Enfin, là, je vous donne des arguments. Mais enfin, je crois qu'il ne faut pas trop s'attarder là-dessus. Vous savez, un roman, c'est un roman. Encore une fois, je n'ai pas écrit un essai. Mais avec cette communion avec la nature, est-ce que vous pensez qu'il s'en sort qu'il s'en sort ou qu'on s'en sortira? Mais c'est pas l'essentiel du livre, justement, c'est que le fait que Julien soit né à un moment, il y a tout autour de lui, vous savez, dans ce genre de groupe qui se fait, il y a des tas de sectes qui naissent un peu dans le monde. Le nombre d'imbéciles qui peuvent se réunir dans ces sectes dépasse l'imagination. Oui, mais là, vous ne le montrez pas. Mais il y a aussi dans ces sectes des gens extrêmement purs, des gens extrêmement beaux, des gens extrêmement authentiques. Et il y a autour de lui, au départ, des gens qui s'extasient sur le fait qu'il soit né, par exemple, le 5 février 1962, qui est la date de la plus grande éclipse qu'on ait vue depuis 2000 ans, je crois 2000 ou 2300 ans. Bon, en effet, toutes les planètes étaient rigoureusement alignées dans un... Mais ça, ce sont des artifices de romanciers pour montrer à quel point, si vous voulez, le souffle de la crédulité ou de la superstition peut avoir des conséquences, même dans les gens qui sont proches de celui que l'on considère comme le Messie ou celui qui revient. Il y a l'astrologie, tout ça. Je ne suis pas contre tout ça. Mais j'en ai fait parce que quand on raconte une histoire aujourd'hui, comme j'ai fait intervenir la télévision, et je suis assez critique pour la télévision, bon, parce que je la connais, parce que je sais que c'est un instrument, je sais ce qu'on peut en faire de merveilleux, je sais aussi toutes les saloperies que l'on peut faire avec. Donc s'il y a je crois que nous sommes une centaine en France à pouvoir parler de télévision, je peux en parler, je sais ce que l'on peut faire avec. Au niveau de l'éclairage, au niveau des spots, au niveau des caméras, au niveau de la mise en scène, au niveau du maquillage, on peut tout faire. On peut rendre sympathique la plus grande ordure et antipathique le plus gentil des garçons. Si vous saviez ce qu'on peut faire en télé, c'est effrayant. Mais encore une fois, là encore, la télévision, comme ce sont des petites choses autour. Ce qui compte, c'est l'aventure de Julien, telle que je voulais raconter. Que la télévision intervienne, c'est normal, car je ne vois pas comment un homme qui un jour s'adresse aux autres hommes pourrait en 1987 s'adresser autrement que par la télévision. Ça me paraît évident. Oui, c'est tout à fait dans la logique du temps. De même, l'astrologie, et tous ces sectes, parce que ce sont des phénomènes contemporains. Mais encore une fois, ce ne sont pas les choses les plus importantes du livre, en tout cas telles que moi j'ai voulu. Là, je ne parlais pas de la télévision. Je crois qu'il faut Michel Lancelot, je voudrais vous poser une question, disons un peu plus générale. Vous avez connu la jeunesse, donc dans votre émission Campus, vous étiez vraiment un spécialiste. Cette jeunesse a fait 68, elle a 30 ans aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez la jeunesse d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est... oui, je la connais parce que j'ai beaucoup de lettres, quoi, et je rencontre beaucoup. Est-ce qu'elle est différente? Ah oui, très différente. Oui. Est-ce qu'elle n'est pas un tout petit peu amortie, pour tout dire, par rapport à vos jeunes de 60? Mais vous savez, si je dis cela, ça serait faire un peu du manichéisme, de dire la génération de 65, 68 a eu ce souffle, cette révolte, qui a eu, bien sûr, ses égarements, ses errances, mais dont quand même il reste quelque chose, puisque sans arrêt les hommes politiques de tous les pays se réfèrent à cette date comme une cassure, une rupture peut être possible au retard de l'homme, avec tout ça. Moi, je crois que toutes les jeunesses, finalement, provoquent des ruptures, elles sont plus ou moins apparentes. La jeunesse actuelle, telle que je peux la connaître, dans la mesure où elle m'écrit, garçons et filles de 16, ce que j'appelle la jeunesse, c'est-à-dire de 16 à 20 ans ou 15 à 20 ans, apparaît en effet comme plus traditionnaliste, peut-être comme plus craintive des structures, peut-être comme plus réactionnaire, si ce mot veut dire quelque chose. Ça ne fait aucun doute. Il semblerait qu'il y ait, dans un mouvement de pendule, un retour à des valeurs anciennes et que l'on avait cru démolies pour longtemps, à travers justement les mouvements de 68 dont vous parlez.
Mais vous savez, ça, ce sont les mouvements de pendule de l'histoire. Peut-être que ce mouvement de pendulaire qui va dans l'autre sens se révélera aussi important que le mouvement précédent qui a été un peu vers la barbarie et la destruction, une barbarie nécessaire pour redonner un peu de sang à cette civilisation. Moi, je ne porte pas de jugement manichéen sur ces choses-là. Je les vis, j'essaie de les vivre si c'est de mon âge et si je peux les vivre. Je n'y attache pas un jugement de dire, voilà, ici il y a les bons et ici il y a les mauvais. Ça me paraît un peu simple comme raisonnement. Je relire au centre de votre livre, bien que ce soit la dédicace, vous dédiez votre livre à Jean Rostand, et on a vu qu'il apparaît camouflé sous les traits d'un... Oui, parce que c'était un très grand humaniste, doublé d'un très grand vitaliste, un homme qui aimait la vie, et j'aimais beaucoup Jean Rostand. Voilà. Mais vous dédiez aussi votre livre à Louis Lecoing, que des gens ne connaissent pas, plein de gens, de jeunes ici ne connaissent pas en Suisse. Pour conclure, est-ce que vous voudriez nous présenter Louis Lecoing et pourquoi vous dédiez votre livre à Louis Lecoing? Eh bien, Louis Lecoing, pour en parler simplement, c'est un homme qui est mort maintenant, qui est mort il y a quelques années, je me souviens plus exactement quand. C'est un homme qui était ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce qu'on a souvent appelé un anarchiste. Encore qui n'ait jamais posé de bombe, parce que souvent, c'était un homme qui avait une pensée anarchiste profonde. C'est un homme qui a dit bien avant tout le monde ce qu'était la liberté, bien avant mai 68, je veux dire, bien avant tous ces mouvements de 68. Il a dit, il a parlé longuement, c'est l'homme qui a fait le plus de prison en France après Blanqui. Je crois qu'il a fait 15 ou 17 ans de prison. Tout ça pour défendre quoi? Pour défendre que des garçons puissent ne pas faire leur service militaire si leurs convictions religieuses ou politiques les en empêchaient. Enfin, c'est un homme qui s'est battu pour ce que j'appelle moi des libertés de l'homme individuel. C'est un homme qui, dans son raisonnement, ne s'est jamais arrêté aux idéologies en place. C'est un homme qui a fait une critique sévère, bien avant tout le monde, et bien avant que ce fût à la mode, des marxistes et du stalinisme. Il a tapé là-dessus comme c'était pas possible, alors que c'était fondamentalement un homme, ce que l'on appelle aussi, mais tout ça ce sont des mots, un homme de gauche. C'était un socialiste, ou appelle ça un humaniste. Et pourtant, il a tapé sur tout ce qui, à l'époque, apparaissait encore comme l'espoir de la gauche, si vous voulez. Voilà pourquoi ce personnage m'est apparu dans sa liberté de pensée et d'action comme quelqu'un qui méritait qu'un livre lui fût dédié. Lui non plus, ça n'était pas un génie. C'était simplement un homme qui disait aux autres hommes: arrêtons tout ce foutoir, etc. On doit pouvoir s'en sortir autrement. Essayons de reconstruire les choses sur des bases plus saines et peut-être plus simples, sans toutes ces idéologies, etc. Voilà, c'est pourquoi j'ai dédié mon livre à Louis Lecoing. Merci, Michel Lancelot. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Julien des Fauves, chez Albin Michel. Jean-Pierre Moulin. Oui, La Voix des libraires, nous l'entendrons ce soir à la librairie Naville Florissant à Genève, et c'est Madame Betty Whipp qui nous y reçoit. Betty Whipp, les bonnes ventes du moment chez vous? Je dirais le Frédéric Forsyth, L'Alternative du Diable, qui est apparu chez Albin Michel. C'est un livre tout à fait remarquable. Très rapide, bien fait, étonnamment intelligent. C'est une politique fiction qui se passe en 1982. Mais je l'ai lu avec passion. C'est bien, on est pris. Pas d'horreur, pas de sexe, pas de violence et beaucoup d'intelligence. Mais donc politique à un haut niveau. Oui, inquiétante, très très bonne. Après, je choisis Nicole Siravegna, Les 3 jours du cavalier, qui est apparu au Seuil, que nous retenons d'ailleurs, je fais partie des grands lecteurs du prix des libraires, et nous l'avons retenu comme livre d'une grande honnêteté, d'un grand charme. Et c'est une histoire, on y plonge, très humain, l'amour, la famine, la Provence, de quelle époque encore? Fin du siècle dernier, très très joli. Encore une fois, les recherches des racines. Toujours, oui, très bien. Alors, un livre qui a beaucoup de succès et qu'il mérite. Le champion de l'écriture, Pierre-Jean Rémy. Chaque année, il sort au moins 2 bouquins. Oui, et des livres qu'on retient, notamment son Calas, que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, il a écrit Orient Express, qui était beaucoup moins bien. Alors que les gens qui ont lu Orient Express ne s'aventurent pas dans Cordelia. Ce n'est pas la même chose, c'est un livre vraiment littéraire. Une étude de l'Angleterre au travers d'une jeune fille. Et des villes, il y a Londres, il y a Brighton. C'est excellent comme livre. Intellectuel, mais facile à la fois, si l'on peut dire. Maintenant, quelque chose de plus difficile, alors. Ah oui, passons au plus difficile. Le Suzanne Sontag, La maladie comme métaphore, qui est apparu également au Seuil. C'est un livre qui fait peur, parce qu'évidemment, elle a pris
comme étude la tuberculose et le cancer. Alors devant ce mot cancer, tuberculose, les gens se détournent. Ils ont tort parce qu'elle montre les inepties qui ont pu être dites sur la tuberculose et essaye de trouver celles que l'on dit sur le cancer. C'est une si grande humanité, d'une si belle culture, que c'est un livre qui ne doit pas faire peur, un livre qu'il faudrait lire. Alors c'est pour ça que je le conseille beaucoup, sans grand succès toujours, mais enfin, il faut essayer. Un livre qui incite à la méditation, pourrait-on dire. Ah, une espèce de vue claire des choses, un courage. Alors on choisit Béjart ? Béjart, bien sûr. Je suis Flammarion. Un instant dans la vie d'autrui. Alors c'est lui, autrui. Alors il se regarde beaucoup. Au début c'est un peu long. Il est le fils d'un philosophe, Gaston Berger. Il est né un 1er janvier 27, je crois. À Marseille, je crois. À Marseille. Et puis, le début, il s'explique gentiment, sa sœur, enfin, toute la famille. Et puis, il part dans un éblouissant chemin d'art et de génie. Parce que on n'ose pas facilement dire le mot génie, mais c'est tellement débordant. Moi, j'étais étourdie à lire ce monsieur, tellement ça foisonne, ça va vite. Et c'est beau. Et c'est comme un de ses ballets, c'est extraordinaire. Et maintenant, pour terminer, un livre d'histoire. Un livre d'histoire. Vous recommandez vivement. Quant à moi, je ne l'ai point lu. Oui. Je crois que c'est le plus abordable et le plus agréable de l'année. Il y a eu 3 livres sur Catherine de Médicis. Alors, j'ai lu le tout vieux de Marie-Éjole qu'on avait réédité. Il y en a un autre qui est excellent. Et celui-ci est fait par un Anglais, ce qui fait qu'il paraît plus honnête. Il ne rentre pas dans des convictions, il ne défend rien. Alors on oublie l'image vilaine de l'empoisonneuse de Dumas et on trouve une femme forte et une femme courageuse. Et très courageuse, parce que mon Dieu, elle en a vu. Alors la politique, la religion, mais c'est concis, c'est vite fait et c'est bien fait. Bon, ben il va falloir nous quitter. Je sais que c'est un véritable déchirement, mais rassurez-vous, nous nous retrouverons dans 15 jours. Ce sera le 21 novembre et nous recevrons comme grand invité Étienne Barillet, qui est un jeune romancier vaudois, pour un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Prague. Merci de votre participation, merci de votre attention. Bonne fin de soirée à tous.